Salut Omar, Salut Franck, comment ça va? ça va bien? Déterminé, résolu, d'humeur combative. Ouais. J'imagine que tu étais à la manif du 1er mai? Oui, oui, la manif est encore en cours là à Paris, Ouais. mais il y avait beaucoup de monde et un beau cortège pour la Palestine et contre l'islamophobie. Aujourd'hui, on est coude à coude ensemble avec la marche des solidarités, les travailleurs sans papier, les collectifs contre le racisme et l'islamophobie. Et ça fait du bien d'être ensemble. Ok. Et je voulais te parler, bah déjà merci d'avoir accepté de me parler, mais je voulais te parler évidemment de la nouvelle là, du 29 avril. Le ministère de l'Intérieur a annoncé son intention de dissoudre Urgence Palestine, l'organisation dont tu es l'un des fondateurs. Déjà, je voulais te demander, t'as appris ça comment toi, cette potentielle dissolution? Ça vaut la peine d'être raconté parce que ça a été assez violent et brutal, hein. Ils sont venus à mon domicile alors que j'étais à une soirée de soutien aux rescapés du génocide de Gaza. Ils ont brutalement secoué la porte et les fenêtres de la maison pour remettre ce courrier alors que mon épouse couchait les enfants. Donc bien sûr c'était assez traumatisant. J'étais pas là. Donc c'est le lendemain seulement que j'ai fini par avoir cette notification dans les mains. J'ai été la chercher au commissariat de ma ville et c'était bien sûr une annonce brutale. On s'attendait pas du tout à ça. On savait que il y avait bien sûr cette vague de répression terrible contre l'ensemble du mouvement de solidarité avec la Palestine et on savait que l'extrême droite et les organisations sionistes demandaient la dissolution d'Urgence Palestine, mais on pensait pas que ça allait se produire maintenant alors qu'on est au plus fort de la guerre génocidaire contre le peuple palestinien, alors que la famine fait rage à Gaza, alors qu'il n'y a plus un sac de farine dans les entrepôts des Nations Unies dans la bande de Gaza, de faire tomber ça là, au lendemain en plus d'un attentat islamophobe, voilà l'assassinat terrible d'Abou Bakr Sissé dans la mosquée de Grand Compte, on pensait pas que c'est là que le ministre de l'Intérieur, Retailleau, allait avoir le culot de lancer cette procédure de dissolution. On pourra y revenir, mais en fait, c'est surprenant, mais il y a des explications. Et fondamentalement, cette dissolution, elle intervient dans un contexte à la fois global, international et français, qui peut expliquer que ça se produise aujourd'hui. Ouais, on va y revenir bien sûr, mais je voulais juste te demander déjà, basiquement, la lettre, elle dit quoi? Elle explique pourquoi ils veulent dissoudre Urgence Palestine ou pas en fait? Alors oui, c'est un document de 9 pages où le ministère de l'Intérieur dit, après différents arguments, qu'on est des terroristes, qu'on est une milice violente, qu'on appelle à la haine. C'est toute une série d'arguments qui sont clairement de l'ordre de la diffamation, qui sont de l'ordre de la malveillance pure. L'Urgence Palestine aujourd'hui, c'est une force qui a été créée par des Palestiniens en exil pour porter la lutte pour la libération de la Palestine ici en France, dans le contexte qu'on connaît après le 7 octobre, la guerre génocidaire qui fait rage contre le peuple palestinien. C'est une organisation qui est aujourd'hui riche d'une vingtaine de groupes locaux, de centaines de personnes à travers le pays qui sont de toutes les origines, des alliés justes de cette cause anticoloniale. Et c'est bien sûr cette organisation aujourd'hui qu'ils attaquent avec cette violence honteuse. Ça s'inscrit en fait dans une politique de plus en plus ouvertement raciste d'un gouvernement qui est aujourd'hui complètement débridé en fait dans la violence contre les diasporas postcoloniales, contre les Palestiniens et contre les musulmans et tous les immigrés dans ce pays. Et si j'aimerais bien que tu reviennes du coup sur la création d'Urgence Palestine, le quand, le pourquoi, le comment, parce que moi j'ai suivi ça, mais c'est assez exceptionnel que je donne déjà une réponse, mais qu'en quelques années vous ayez réussi à je sais plus, tu vois ce que je veux Oui, dire, à créer ce mouvement-là, quoi. Donc ouais, si tu pouvais revenir sur la genèse un peu d'Urgence Palestine en France, ouais. mais l'urgence Palestine, c'est né dans les brouillards terribles du mois d'octobre 2023, quand les manifestations étaient interdites, quand être palestinien, quand porter un kéfier ou un drapeau palestinien à Paris et en France, c'était tout bonnement passible d'une garde à vue ou d'une amende. Et dans ce moment-là,
absolument crucial de la lutte de notre peuple, nous Palestiniens ici. Il nous a semblé essentiel d'avoir un canal pour porter notre voix, la voix de notre peuple, pour porter notre lutte, celle pour l'indépendance et l'autonomie. Et c'est comme ça que Urgence Palestine est née, autour de Palestiniens en exil, certains très connus, des travailleurs, des travailleuses, des artistes, des étudiants, des exilés, d'anciens prisonniers politiques, et tout autour, ces alliés qui sont fidèlement engagés dans la lutte contre le colonialisme et l'apartheid. Urgence Palestine, effectivement, est née au mois d'octobre 2023. C'est a commencé comme une coalition, un mouvement assez gazeux, et puis on s'est organisé. En fait, on a construit pierre après pierre ce qui est devenu la maison de la lutte des Palestiniens en France. Mais dans notre longue histoire de lutte, depuis la Nakba et avant même les débuts du colonialisme jusqu'à nos jours, les Palestiniens, on a l'habitude en fait de faire face à la destruction systématique de tout ce qu'on construit. C'est pas la première fois qu'une maison palestinienne elle est détruite, mais on peut le dire, les Palestiniens toujours et toujours on continue à se battre et ils peuvent nous détruire nos maisons. On habitera dans une tente, si il faut, on habitera dans la rue. Mais le cœur, l'ADN en fait d'Urgence Palestine, c'est ça. C'est qu'on est quelque part inspiré, porté par le souffle de la résistance du peuple palestinien à Gaza, par ce courage et cette dignité qui, malgré le déluge de feu et de sang, fait qu'aujourd'hui les Palestiniens ne lèvent pas le drapeau blanc. Et nous, on peut que être fidèles à ça. Et donc toutes leurs intimidations, toute leur violence, la répression, la diffamation, les arrestations, tout ce qu'ils peuvent essayer, ces petits autocrates de tel palais ou de tel ministère, clairement, c'est pas quelque chose qui nous fait peur. La seule chose qui nous fait peur, c'est de pas être à la hauteur de la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui. Et on continuera quoi qu'il arrive. Là, on va vraiment aller jusqu'au bout de tous les recours possibles pour faire en sorte que cette maison ne soit pas détruite et qu'on puisse continuer à lutter dignement pour la cause palestinienne ici en France. Je suis je sais pas quoi dire. Ça me fait plaisir de te voir sourire et de te voir dans cet état. Et je sais que tu es comme ça, de défiance en fait, parce que c'est ça qu'ils veulent tuer aussi. Tu vois, les fascistes, ils veulent tuer notre joie, notre amour, notre résistance, notre solidarité, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Il y a l'étudiant américain qui vient d'être relâché, la Mohsen, qui quand il est sorti avait un gros sourire, avait un kéfier, avait dit mais j'ai pas peur, venez. Et c'est ça, oui, ils sentent bien qu'en fait, comme tu dis, ils peuvent, tu vois, que c'est les Black Panthers, les Panthères noirs qui disaient ça. Vous pouvez tuer un de nos messagers, vous arriverez jamais à tuer notre message, tu vois. Et donc voilà, c'est très beau de te voir dans cet état-là, quoi. Écoute, c'est un message qui vient de Palestine. C'est celui de ces prisonniers palestiniens qui entrent sur leur procès devant des cours coloniales iniques où on sait que c'est le règne de l'arbitraire et qui, malgré ça, ils arborent le sourire et malgré ça, ils font le V de la victoire. Et effectivement, nous, on est portés par ça. Quand tu as des gens aujourd'hui à Gaza qui ramassent les corps calcinés de leurs enfants dans les décombres de leur maison et qui disent Alhamdulillah, malgré tout, on reste confiant et on reste enraciné dans cette foi, dans la justesse de notre cause, dans le caractère sacré et inviolable du droit, de la justice, des valeurs qui sont les nôtres, on est imbattable. Et en fait, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Quoi qu'il arrive, notre message, c'est celui-là. Et bien sûr, il est beaucoup plus grand que nos petites personnes, nos petites organisations. C'est un mouvement. Et on ne peut pas dissoudre un mouvement. On ne peut pas dissoudre un soulèvement. On ne peut pas dissoudre la cause palestinienne. Tiens, tu parles de soulèvement. Je voulais demander concrètement qu'est-ce qui se passe maintenant. Il y a cette intention de dissolution. Est-ce que tu peux nous expliquer, vous avez un délai de combien de temps? Est-ce que c'est une question de vous défendre? Est-ce que c'est une question d'aller devant une cour? Je sais qu'ils avaient essayé de dissoudre les soulèvements de la terre il y a quelques mois et qu'ils n'ont pas réussi. Voilà, comment ça se passe là? Concrètement, qu'est-ce que vous devez faire pour vous défendre en fait? Très concrètement, on a reçu donc l'intention de dissolution, donc cette notification le 29 avril avant-hier. On a 10 jours à partir de cette date pour soumettre nos observations, mais quand le gouvernement, quand le ministre de l'Intérieur annonce cette démarche, c'est que ils ont l'intention d'aller jusqu'au bout, quels que soient les arguments qu'on avance. On espère obtenir justice, mais on sait qu'on n'a pas au ministère de l'Intérieur l'oreille la plus juste et la plus équitable. Donc, on se fait pas de grandes illusions à ce niveau-là. Mais c'est quand même possible. On a quelques jours pour faire la différence. Et là, vraiment, j'invite tout le monde, à signer l'appel, la pétition
et à la faire signer par le maximum de monde. En France et à l'international, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent. On est dans un moment en fait où Retailleau, et ça je pense qu'il faut le dire, il fait ça aussi dans dans des considérations terriblement basses et mesquines d'un agenda interne. C'est le futur candidat à la présidentielle du camp d'une extrême droite qui est privé de sa candidate favorite Marine Le Pen. Il veut être le candidat d'un arc d'extrême droite qui irait ramasser les voix de toutes les velléités d'une France raciste et renfermée. Mais aujourd'hui, Macron, il porte cette initiative de faiseur de paix qui est bien sûr plus qu'hypocrite, mais on pense qu'une pression nationale et internationale, elle peut peut-être encore faire entendre raison et faire en sorte que Macron, qui a un autre agenda que celui de Retailleau, rappelle un petit peu à l'ordre, ne serait-ce que dans l'intérêt bien compris des institutions de cette République et de ce qu'il en reste de démocratique. Donc il y a Et encore du coup, moyen d'agir en fait, il y a encore des leviers pour l'action. C'est vraiment le moment là jusqu'au 8 de faire la pression maximale. On va avoir un grand meeting à Paris là, c'est extraordinaire, hein. Il y a des milliers de personnes qui ont signé la pétition en tout juste 24 heures. Il y a des voix d'un spectre politique extraordinairement large qui aujourd'hui disent non à la dissolution d'Urgence Palestine, non à la dissolution de la Jeune Garde, hein. C'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Deux organisations qui luttent contre le fascisme et le colonialisme, qui en même temps sont menacées de dissolution au lendemain d'un attentat islamophobe terrible. Je veux dire, c'est quand même un contexte qui montre mais l'écrasement des institutions françaises au bénéfice de petits agendas politiciens. Il y a vraiment un vent mauvais qui souffle de Tel Aviv à Washington en passant par Paris. Mais face à ça, il y a des peuples qui sont inspirés, qui n'ont pas perdu la boussole du droit et de la justice. Et moi, je suis quand même convaincu que déjà dans ces 8 jours, on peut faire une grande différence. Après, il y a des recours suspensifs, on ira jusqu'au Conseil d'État, on ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme s'il faut, et quoi qu'il arrive, on trouvera les façons intelligentes de continuer à porter notre combat pour le droit et pour la justice en Palestine. t'as un peu, ouais, donc du coup, pour vous soutenir les gens, déjà le premier truc, c'est vraiment de signer la pétition. Je la mettrai évidemment un peu partout là dans la vidéo. Je voulais te demander, Mais tu sais, je le dis vraiment comme ça, signer et faire signer. C'est-à-dire ah que ouais, quand on est bien truc, en sûr. fait, des fois, on se rend pas compte, on dit j'ai signé, c'est bon, je peux me reposer, j'ai fait le bon truc. Mais en fait, tout le monde a dans ses contacts, mail, téléphone, etc., la possibilité d'être vraiment un relais puissant pour cette pétition. Et en fait, nous, on compte vraiment là-dessus parce que c'est aussi une façon pour nous de garantir que quoi qu'il arrive le 8 mai ou dans les prochains jours, on ait la possibilité de continuer à informer les gens sur la suite de notre combat. Si on peut pas s'adresser aux gens, au moins du coup il y a ce comité international de soutien à l'urgence Palestine qui lui pourra continuer à porter la voix du droit et de la justice. Merci. Et je voulais te demander, du coup, t'en as parlé un peu au début. Tu disais vous étiez surpris du moment qu'ils choisissent d'annoncer cette intention de dissolution, mais pas surpris qu'il, à un moment ou à un autre, arrive et demande cette dissolution, parce que j'imagine ça s'inscrit dans un mouvement de répression beaucoup plus global. Tu voulais un peu en parler, ben vas-y, je te laisse un peu expliquer ça, quoi. Oui, je l'ai dit, on a commencé déjà à manifester alors que les manifestations étaient interdites. On a tenu bon, on n'a pas lâché l'affaire. Du coup, on a fini par briser le siège, à obtenir la possibilité de lever le drapeau palestinien dans les rues de Paris. Mais en fait, depuis le premier jour, on sait que on est sous la menace constante de cette violence répressive, de ce raidissement colonial et presque fasciste des pouvoirs en place aujourd'hui, notamment en France. Et donc, depuis le début, en fait, il y a eu des infiltrations de journalistes d'extrême droite qui ont d'emblée demandé la dissolution. Tout ce que nous, on trouve beau de diversité, d'alliance, de composition avec cette richesse des écologistes, des féministes, des mouvements de l'immigration qui ensemble convergent autour de la cause palestinienne, mais en fait c'est leur pire cauchemar. Donc depuis le début, en fait, on sait que il y a cette volonté de dissoudre ce qui est pour eux un mauvais rêve, mais qui est pour nous en fait la plus belle des choses. Quand les gens en fait dépassent toutes les frontières et se rassemblent dans leur humanité pour dire non au génocide et pour soutenir la lutte du peuple palestinien, bah effectivement les états-majors de l'extrême droite et des pouvoirs aujourd'hui dont la légitimité est éclatée par terre. Il faut dire ce qui est, ce gouvernement, il a une légitimité démocratique qui est plus que fragile. Cette Assemblée nationale, elle tient à vraiment pas grand-chose. Et en fait, ils ont plus que la force de la matraque.
On a vu des mères de famille détenues en prison, on a vu des organisations des syndicalistes en garde à vue, on a vu déjà le visage le plus attristant et affligeant de l'État de la démocratie en France. Donc on n'est pas surpris sur le fond, mais on pensait pas que ça allait se produire comme ça et de cette façon. Mais c'est une preuve de plus en fait du délitement des institutions de ce pays, hélas. Je voulais terminer par poser une question sur ce mouvement de solidarité en fait qu'on a vu depuis le 7 octobre avec la Palestine. T'es un militant de la première heure, puisque tu es palestinien. Donc, c'est même pas être un militant, c'est ta vie. Nous, on se connaît tous les deux, je sais pas, depuis combien de temps? Depuis longtemps. Les années 2000 en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Et je voulais, voilà, si tu pouvais peut-être parler un peu de ce mouvement quand même qui doit nous donner à tous et à toutes de la force, parce que vraiment, on a vu, je le dis à chaque fois, mais les gens qui sont hors du militantisme, qui savent pas qu'est-ce que c'est organiser une manifestation, etc., ne se rendent pas compte qu'organiser des manifestations quasiment toutes les semaines depuis 18 mois, c'est monumental. Et le fait que ces manifestations aient été à chaque fois plus grandes, plus belles, plus créatives, plus joyeuses, plus intersectionnelles, ça doit nous donner de la force, quoi. Vraiment, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avant le mouvement de solidarité avec la Palestine, il y a le mouvement de soulèvement, et le mouvement de cette lutte de libération du peuple palestinien, et que c'est vraiment de là que tout part. Et nous, on s'inscrit d'abord et avant tout dans ce mouvement d'une résistance palestinienne contre le colonialisme, qui a plus de 100 ans aujourd'hui, depuis les accords de Sykes-Picot, et qui jusqu'à aujourd'hui continue, coûte que coûte. Il y a une constante de l'histoire du peuple palestinien, c'est la résistance, c'est la résilience, c'est la constance dans l'affrontement avec le projet colonial, par tous les moyens nécessaires, qui incluent du coup cette très grande créativité qui exige de nous à chaque moment de réinventer la façon dont on se mobilisait. Bien sûr, les diasporas palestiniennes, bah, elles sont centrales en fait. Et là, ce qu'on voit dans le mouvement de solidarité avec la Palestine partout à travers le monde, c'est aussi que partout, il y a des voix palestiniennes qui sont plus enracinées que jamais, qui restent connectées au cœur, à Jérusalem, Al-Quds, Gaza, à la Palestine, et qui en même temps se sont enracinés dans les sociétés où on est. On parle la langue, on connaît la culture, on fait partie de façon pleine et entière de ces espaces sociaux, culturels et politiques, et que ce soit aux États-Unis, sur les campus là-bas ou en Europe, partout en fait. Les Palestiniens, ils sont absolument centraux comme courroie de transmission de ce mouvement qui nous vient de Palestine. Et après, c'est vrai, tu as parlé des manifestations, mais en fait, on a pu de plus en plus gagner d'espace. On a conquis centimètre carré après centimètre carré de souveraineté, d'indépendance, de liberté, y compris dans les nuits terribles de la répression coloniale et raciste qu'on a pu connaître en France. On a organisé voilà, des concerts, des pétitions, un travail médiatique, de l'interpellation, jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale et d'autres organisations. On s'organise au niveau européen, on s'organise à l'échelle internationale. Donc je le dis aussi, cette dissolution, elle intervient 2 semaines avant les commémorations de la Nakba, à un moment où les Palestiniens d'Europe, ensemble, en Italie, en Belgique, en Espagne, en Grande-Bretagne, en France bien sûr, et partout à travers l'Europe, disent on va faire une semaine d'action à travers l'Europe, on dénonce la Nakba continue. En fait, depuis le début, le projet colonial sioniste, c'est un projet qui porte cette intention génocidaire, cette intention de détruire et d'effacer le peuple palestinien, de le déraciner, de l'arracher à sa terre et à sa vie. Et voilà, cette dissolution, elle arrive à ce moment-là. Ce qu'on peut dire juste, c'est que Golda Meir le disait, on va les expulser, les jeunes oublieront, les vieux mourront. Mais en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, 77 ans après, ces crimes coloniaux, c'est qu'on est toujours là et on continue et on lâchera pas l'affaire. Et merci. En fait, je voulais poser désolé, une dernière question parce que vraiment, on en avait parlé quand on s'était vu à la fête de l'UMA là, il y a, je sais plus, presque un an maintenant. Et tu m'avais dit, parce qu'autour de moi, j'avoue, il y a des gens qui sont très très pessimistes. Il y a des gens qui ont craqué psychologiquement devant ces images, comme tu dis, qu'on n'aurait jamais cru, qu'on n'aurait jamais dû voir, en tout cas, du génocide à Gaza. Mais toi, quand je t'avais posé la question sur l'optimisme ou le pessimisme, tu m'avais dit que toi, tu étais optimiste. Enfin, bon, là, on comprend pourquoi dans cette vidéo, mais là, on a beaucoup parlé de l'urgence Palestine, de la France, de la solidarité, mais
la question palestinienne, la liberté de la Palestine, malgré qu'on soit dans dans le moment le plus dur, comme dit, de cette Nakba continue depuis 48 et encore avant. Qu'est-ce qui te rend optimiste, toi? Moi, je vais te dire, effectivement, on est dans un moment terrible. Il y a une tentative de liquider la cause palestinienne, de liquider notre résistance légitime contre ce projet colonial et génocidaire. Donc le moment, il est extrêmement grave. Mais mon optimisme, il est enraciné dans cette foi. Il est enraciné dans ces messages qui viennent de Palestine. Il est enraciné dans l'universalité de ces messages qui disent, face aux tyrans, que ce soit César, Trump, Macron ou Retailleau, mais il y a un ordre infiniment plus grand. C'est l'ordre sacré de la vie, c'est l'ordre sacré du vivant, c'est l'ordre sacré qui, aujourd'hui, fait qu'on est debout à l'heure où il nous demande de ramper et qu'on restera debout toujours et coûte que coûte. Tant qu'il y a un Palestinien debout, tant qu'il y a un humain qui garde en lui cette lumière d'humanité, eh bien, on peut avoir que de l'espoir. Et cet espoir, il nous vient de Palestine, il s'appelle Palestine. Et la Palestine, ils peuvent pas la dissoudre. Tu m'as foutu les frissons. Mais merci beaucoup Omar. Donc ouais, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, signez la pétition, faites signer la pétition, restez debout déjà suivez Urgence Palestine aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, on risque d'être privé des réseaux sociaux. Excuse-moi, Franck, je t'interromps. Ouais. On va annoncer très prochainement un grand meeting de soutien international à Paris pour protester contre cette mesure arbitraire et inacceptable. On va annoncer très bientôt la façon dont les gens vont pouvoir continuer à suivre la mobilisation. Et comme on risque d'être privé de notre voix, on le dit dès maintenant, le 17 mai, à Paris et partout en France, c'est une grande journée nationale et en fait européenne d'action partout à travers le monde au 77e anniversaire de la Nakba, au moment du génocide à Gaza. Les gens vont se lever, les gens vont marcher et on va être ensemble et ça, ils peuvent pas l'interdire, ils peuvent pas le dissoudre et ça, c'est un rendez-vous super important. Merci beaucoup Omar. Merci à toi. Force à vous. On est ensemble, ça fait plaisir. À fond. Mm. Ciao. Ciao.